Bonsoir à toutes et à tous. L'autre fois, nous avons commencé les principes de management d'un système de management sécurité des denrées alimentaires, les principes de gestion d'un système de management de la sécurité des denrées alimentaires. Nous avons dit que le premier principe, c'est la communication interactive en amont et en aval et avec les autres instances qui contribuent à la conception du produit et à la conception de tout ce qui est matière auxiliaire nécessaire pour le produit, comme les emballages, des ingrédients, des additifs et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il faut obligatoirement adopter le contenu précédent pour tout ce qui est management, tout ce qui est structure de normes et tout ce qui est SCA. Et maintenant, on est à un deuxième principe qui est l'application des PRP, les programmes prérequis. Je rappelle la définition déjà d'un programme prérequis. Ce sont des conditions et activités de base nécessaires pour maintenir tout au long de la chaîne alimentaire un environnement hygiénique approprié. Donc, j'ai déjà défini le programme prérequis l'autre fois. Nous avons dit que dans l'entreprise qui opère dans le domaine de l'alimentation, il y a certaines règles de base qu'on doit respecter. Des règles qui ont une relation avec tout ce qui est hygiène, tout ce qui est propreté, tout ce qui est banalité. Ça veut dire tout ce qui est basique au niveau de l'entreprise pour qu'on puisse produire des produits sains pour l'alimentation humaine et pour ne pas, bien sûr, avoir une contamination croisée. Donc, c'est le troisième principe, c'est le principe d'application des PRP. Alors, on peut parler de plusieurs guides de bonnes pratiques. Donc, les bonnes pratiques, ce sont des guides en fait qui élaborent quelques points ou bien quelques règles de base que toute entreprise, selon sa position dans la chaîne alimentaire, doit les respecter. Et pour élaborer un programme prérequis, on peut se baser, comme j'ai dit l'autre fois, sur ces bonnes pratiques d'hygiène ou bien bonnes pratiques de fabrication. Donc ici, vous avez les bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques vétérinaires, les bonnes pratiques agricoles, les bonnes pratiques d'hygiène, et puis les bonnes pratiques de production et les bonnes pratiques de vente, les bonnes pratiques de restauration. Sinon, nous, pour élaborer les PRP, qui sont des programmes prérequis, ça veut dire préalables, avant même de faire l'analyse de danger, on doit instaurer quelques règles de base pour assurer tout au long de la chaîne alimentaire un environnement hygiénique. Donc, c'est surtout le côté hygiène, le côté des infections, le côté marchand, ou bien plutôt le côté évitement de la contamination croisée. Donc, vous avez des règles et des bonnes pratiques qu'il faut instaurer préalablement à la démarche qui va être par la suite suivant la norme ISO 22000. Alors, pour pouvoir élaborer les PRP, on peut faire appel aux guides de bonnes pratiques, surtout les bonnes pratiques d'hygiène. Où trouver ces guides de bonnes pratiques? Tout simplement, vous pouvez donc chercher sur Internet selon votre activité et vous allez trouver largement donc, des documents qui ont été publiés, que ce soit des documents ici au Maroc. Vous pouvez aussi donc consulter d'autres documents, d'autres guides de bonnes pratiques d'hygiène à l'extérieur de notre. L'essentiel, moi, donc déjà dans votre kit, vous trouverez certains et on va consulter certains durant cette séance. Alors, les PRP, c'est en fait la nomination ou bien le terme normatif employé par la norme ISO pour faire allusion ou bien pour parler des guides de bonnes pratiques d'hygiène. Donc, on peut dire que un programme prérequis, c'est un programme qui représente les guides de bonnes pratiques d'hygiène que vous avez vous-même élaboré en interne en se basant sur toute la documentation que vous pouvez consulter dans ce sens-là. Alors, programme prérequis comme il est défini dans la norme, c'est un ensemble de conditions et activités de base donc nécessaires pour maintenir tout au long de la chaîne alimentaire un environnement hygiénique, approprié bien sûr
à la production de vos produits, le transport, le stockage et la commercialisation. En termes non, les PRP, donc les PRP non normatifs. Mais je signale surtout que malgré que vous pouvez, par exemple, télécharger ou bien trouver un guide de bonnes pratiques d'hygiène pour votre secteur d'activité, dans le cadre d'une démarche ISO, c'est nécessaire d'élaborer votre propre guide. Ça veut dire on peut se baser sur les bonnes pratiques publiées comme ça par les instances réglementaires ou bien autres, mais naturellement, on doit se baser sur ces bonnes pratiques pour pouvoir voilà, donc, élaborer nos propres guides internes, des guides qui peuvent être sous forme notamment de procédures. Donc, je parle notamment de la marche en avant. Donc, la marche en avant, c'est tout ce qui est séparation des flux pour ne pas contaminer les flux, bien sûr, des déchets, par exemple, et les flux de la matière première. Ils ne doivent pas se croiser, on ne doit pas revenir en arrière. Pourquoi? Parce que si on revient en arrière, on contamine, donc on cause une contamination croisée. Donc la marche en avant au niveau de la sectorisation des locaux, ça veut dire quand je fais rentrer la matière première, je consomme et j'utilise la matière première, les déchets, ils doivent sortir de l'autre côté du bâtiment. On ne doit pas revenir en arrière et faire sortir les déchets des mêmes orifices ou bien des mêmes voilà, lieux utilisés pour faire rentrer la matière première. Comme ça, on évite que le flux des déchets, qui est bien sûr, donc quand je dis déchets, il y a toujours donc des organismes pathogènes, il y a toujours donc de la pollution dedans qui peut contaminer la matière première et du coup contaminer notre produit. Donc, on peut utiliser un guide de bonne pratique déjà publié qui parle de la marche en avant, mais on peut en interne élaborer notre programme prérequis qui décrit comment la marche en avant va être respectée. On peut par exemple avoir un plan qui indique exactement le flux des déchets et qui indique aussi le flux de sortie des déchets et qui indique le flux d'entrée de la matière première. L'hygiène corporelle et vestimentaire, donc avoir un guide pour tout ce qui est voilà, donc règles de base en termes d'hygiène corporelle et en termes de vêtements de travail. Quels sont par exemple les vêtements qu'on doit porter, dans quel cas les vêtements vont être parlons par exemple des gants, parlons des blouses, dans quel cas on doit les remplacer et les renouveler. Donc, vous avez, avant de faire n'importe quelle opération, il faut toujours laver par exemple les mains avec un produit ou bien. Donc, vous avez votre propre guide. Parce qu'on va voir les guides de bonnes pratiques d'hygiène qui sont un petit peu généralisés, ils sont riches en informations, mais du côté pratique, pour que tout le monde puisse les consulter et pour que tout le monde puisse donc avoir le temps pour lire tout le document, c'est difficile. Donc, on élabore les PRP qui résument la démarche en se basant sur les guides de bonne pratique. Donc, on peut dire que les PRP et les guides de bonne pratique d'hygiène, ils sont les mêmes, sauf que pour les PRP dans le cadre d'une société, dans une entreprise, ils doivent représenter la procédure pratique ou bien les choses qu'on doit suivre pratiquement au niveau de l'entreprise afin de faciliter la compréhension et bien sûr de faciliter l'exécution et la mise en place. Alors, je peux dire que les guides de bonne pratique, ce sont une sorte d'exigence ou bien voilà, d'activité qu'on va mettre en œuvre pour assurer des conditions hygiéniques minimales. Ça veut dire avant la mise en évidence des risques spécifiques à travers l'HACCP. Donc ici, on n'a pas encore fait l'analyse des risques, mais avant même l'analyse des risques, il y a quelque chose qui n'a pas vraiment besoin d'attendre jusqu'à on fait l'analyse des risques pour dire que c'est une condition préalable à protéger le produit. Donc, avant même de faire l'HACCP, avant de mettre en évidence les risques spécifiques à notre activité, il y a des choses
qui font partie de tout ce qui est environnement hygiénique minimal qui peut être associé aux procédures de fonctionnement, voilà, donc les infrastructures, le nettoyage et ainsi de suite. On peut parler aussi, par exemple, parmi les PRP, les plans de nettoyage et de désinfection. On peut parler de lutte contre les nuisibles, donc les 3D, la désinsectisation, la dératisation, donc tout ce qui est lutte contre les nuisibles. Et autres guides de bonnes pratiques, comme par exemple, voilà, les guides relatifs au nettoyage des installations et des équipements. On peut parler de la formation du personnel, le nettoyage et l'assainissement, l'entretien, la revue du fournisseur aussi, parce que les fournisseurs, normalement, on les fait sélectionner selon des bases. Vous avez par exemple les procédures de gestion des déchets, les procédures de gestion des ravageurs, le stockage et le transport, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est conditions, tout ce qui fait partie de conditions minimales qu'il faut instaurer au niveau de votre voilà, entreprise. Alors, je partagerai un exemple. Déjà, voilà, donc c'est la définition tout simplement d'un guide de bonne pratique d'hygiène au niveau de la norme, programme prérequis, pardon, voilà, nécessaire pour, voilà. Donc, vous avez la même définition que j'ai intégrée au niveau de notre diapo. Alors, dans la norme, on vous parle de l'élaboration des PRP de l'organisme. L'organisme doit prendre en considération d'abord la construction et la disposition des bâtiments et des installations associées. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fait de séparer entre les flux d'entrée des matières premières et les flux de sortie des déchets, ça nécessite un programme prérequis qui va décrire les flux d'entrée, les flux de sortie. Dans l'activité, notamment restauration, on doit avoir un PRP qui va indiquer le flux de la vaisselle, par exemple, nettoyé, et le flux de la vaisselle sale. Comme ça, on évite donc de faire croiser entre les deux. Un autre guide pratique, ben, là, on vous liste des exemples, mais vous pouvez choisir, bien sûr, les guides qui vont avec et les installations destinées aux employés. Donc, tout ce qui est notamment, il faut séparer. Voilà, donc on parle d'un espace de vestiaire, on parle, donc il faut l'espace consacré, par exemple, aux déchets, l'espace consacré aux vêtements de travail à la fin de chaque journée de travail. Donc, il faut avoir une bonne répartition des locaux de telle sorte à éviter le croisement des flux dont j'ai parlé. L'alimentation en air, en eau, en air, parce que quand on va alimenter en air ou bien en eau, ça veut dire que si cette air ambiante est déjà polluée, il peut contaminer le produit. Il y a des produits qui sont relativement sensibles, donc il faut désinfecter. Voilà, le cas par exemple des laboratoires de contrôle de la qualité des eaux, de contrôle de la qualité des produits, voilà, les espaces des hôpitaux et ainsi de suite, malgré que ce n'est pas dans le secteur des denrées alimentaires. Mais vous savez que parfois, l'air émet quelques vecteurs pathogènes. Du coup, il y a des entreprises dans lesquelles on doit quand même faire la désinfection de l'air ambiant. Vous avez l'eau également, si vous utilisez de l'eau, et ainsi de suite. Donc, vous devez indiquer un guide de bonne pratique, vous devez élaborer un guide de bonne pratique dans lequel vous indiquez exactement les procédures à suivre pour s'assurer voilà, de la qualité de ces entrants. La maîtrise des nuisibles, donc tout ce qui est élimination des déchets, les eaux usées et les activités ou bien les services connexes. Vous pouvez élaborer un PRP pour faire approprier des équipements et leur accessibilité, et, donc le nettoyage des équipements,
nécessite un guide qui va indiquer notamment la procédure de nettoyage, les produits et le dosage des produits qu'on utilise pour le nettoyage, combien de fois on fait le rinçage, qu'est-ce qu'on fait avec les eaux de rinçage. Donc, on doit faire à la fin de chaque nettoyage pour s'assurer que l'équipement est bien nettoyé selon le activité. Les processus donc de référencement et de suivi des fournisseurs. Parce que pour les matières premières, pour les ingrédients, pour les produits chimiques et les emballages, ce sont des qui entrent dans la composition de notre produit. Alors, si le produit d'emballage, par exemple, est contaminé et il va contacter notre produit, le produit va contaminer. Guide un programme prérequis pour pouvoir d'abord suivre les fournisseurs, notamment quelles sont les exigences que le fournisseur doit respecter en termes d'hygiène lors du stockage et de transport et de livraison de notre produit. Comment peut-on s'assurer ou bien contrôler que les matières premières, les ingrédients, les produits chimiques et les emballages sont bien réceptionnés en bon état, c'est-à-dire s'assurer de leur qualité, les changements qu'on doit faire. Et puis, vous avez la réception des matériaux entrants. Comment on va réceptionner ces matériaux? Donc, au niveau de l'entreprise, comment peut-on réceptionner? Quelle est la méthode qu'on utilise pour réceptionner ces matériaux entrants? Comment on fait le stockage? Comment on fait l'expédition, le transport et ainsi de suite, afin de ne pas avoir une contamination lors, par exemple, de la décharge des produits pour voilà, les réceptionner dans notre entreprise. Les mesures de prévention contre la contamination croisée, donc tout ce qui est marche en avant, comme j'ai dit tout à l'heure, ou bien contamination entre des produits altérés et des produits en bon état, contamination entre les déchets et les produits, le nettoyage et la désinfection, l'hygiène du personnel, et vous avez les informations sur les produits et la sensibilisation des consommateurs. Vous devez aussi élaborer un PRP qui contient des informations sur vos produits et toutes les informations que vous devez communiquer aux consommateurs, que ce soit sur les emballages, que ce soit donc sous forme de sensibilisation aux bonnes règles de stockage de votre produit après l'achat, l'humidité par exemple, les conditions de température. Donc, vous devez élaborer un guide pour savoir quelles sont les informations que nous devons communiquer aux consommateurs pour que le produit soit consommé dans les bonnes conditions. Et bien sûr, vous avez la liberté d'élaborer tout autre guide nécessaire que vous jugez important pour votre propre activité. Donc, il n'y a pas de limitation. Des informations documentées, bien sûr, les PRP doivent être documentées. Ça veut dire sous forme de documents, sous forme de procédures documentées. Alors, ça, c'est ce que demande en fait la norme. Notamment ici, c'est l'ISO-TS relative à la restauration qu'on a vu l'autre fois. On va prendre juste un exemple, notamment on va prendre le cas de disposition des locaux. Ça veut dire, pardon, le premier programme disposition des locaux qui est mentionné ici, tout ce qui est voilà, bâtiment, structure et ainsi de suite, qu'est-ce qu'il doit contenir pour voilà, la partie restauration ou bien pour le maillon de la chaîne alimentaire restauration. Mais bien sûr, comme j'ai dit, vous avez des PRP pour chaque maillon de la chaîne alimentaire. On doit aborder la thématique infrastructure. Notamment ici, on vous donne quelques recommandations techniques spécifiques. L'établissement et ses installations doivent être de construction solide et maintenues en bon état. Tous les matériaux employés doivent être tels qu'ils ne transmettent pas de substances indésirables aux denrées alimentaires. Donc, vous avez par exemple les établissements de stockage de la matière première et doivent être maintenus en bon état.
la peinture, elle est bien, par exemple, voilà, en bon état pour ne pas laisser des traces sur les produits. Les conditions, notamment d'humidité, le côté nettoyage, le côté, par exemple, des produits de désinfection ou bien de nettoyage dans les locaux où on fait le stockage de la matière. Il convient que l'établissement et ses installations soient éloignés des zones à risque. Par exemple, voilà, pour ne pas contaminer les produits avec les eaux souterraines, par exemple, de la décharge, le moment de la ou bien plutôt pour les étapes décharge, évacuation des eaux usées, station d'épuration, exploitation et élevage, ces zones et ne doivent pas restauration. Donc, essentiel pour cette partie infrastructure, c'est que vous avez un zonage qui favorise la séparation entre les activités sources de nuisances et entre les activités de préparation de votre produit ou bien des repas en cas de la restauration. L'espace de travail aussi, comment il doit être aménagé, et puis la manipulation des aliments, comment il doit être fait, et ainsi de suite. Donc, vous avez ici, c'est ça, donc, tout ce qui est bonne pratique de base, bonne pratique, donc voilà, basique, nécessaire pour avoir un environnement hygiénique sans avoir, bien sûr, une contamination croisée. Pour les guides de bonne pratique d'hygiène, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez, pour les PRP, vous pouvez vous baser sur des documents officiaux qui ont été, par exemple, élaborés par des instances et des entités réglementaires. Vous avez pour chaque secteur, normalement, vous allez trouver un guide, que ce soit à l'échelle nationale ou bien les autres pays. Donc ici, par exemple, c'est en ce qui concerne les pratiques d'hygiène et d'application de l'HACCP pour les usines de farine, des huiles et de poissons. Donc, bien sûr qu'on ne va pas faire la lecture du document, juste un exemple pour illustrer les choses avant de passer au PRPO. Pardon, donc je passe un petit peu. Généralement, pour les guides, s'il vous plaît, de cette façon ou bien de ce type-là, vous trouverez aussi d'autres informations autres que les bonnes pratiques d'hygiène. Ça va jusqu'à des recommandations pour l'application de l'HACCP à votre secteur d'activité et ça va aussi jusqu'à des informations sur les risques les plus communs et les plus connus à votre propre activité. Du coup, ils sont très importants. Vous pouvez les consulter selon votre secteur d'activité afin d'alimenter les PRP que vous allez élaborer dans votre bien sûr, entreprise. Donc ici, on va directement vers les guides de bonne pratique. Voilà, les bonnes pratiques d'hygiène. Donc, ce sont des bonnes pratiques générales, bien sûr. Ici, vous trouverez les achats, quelles sont les conditions à respecter lors de la réalisation des achats des produits, les procédures d'achat. Donc, on vous propose ici quelques procédures. Travailler avec des fournisseurs connus ou évalués, définir des exigences dans un cahier de charges. Donc, on vous donne exactement les informations nécessaires. Et comme j'ai dit, ces informations, ils vont alimenter votre programme prérequis selon votre secteur d'activité. Je vais choisir un exemple ici. Vous avez toujours les installations, les locaux, les équipements. Vous avez la maîtrise des nuisibles. Vous avez notamment les matériels et les équipements, la maintenance, le nettoyage et désinfection. Voilà, donc je clique. Nettoyage et désinfection. Ici, vous trouverez des recommandations. Le nettoyage et la désinfection ont un double objectif, bien sûr, éliminer les résidus alimentaires. Et puis, vous avez la désinfection, permet de détruire les microbes. Donc, ici, on vous donne quelques informations générales. Et puis, vous avez les conditions à respecter. Donc, vous voyez qu'en utilisant ces guides, ça sera facile, bien sûr,
d'élaborer vos propres PRP. Donc, l'information elle est existante. Il suffit de la reformuler sous forme d'une procédure à suivre afin, bien sûr, voilà, de faciliter l'utilisation de la procédure. Notamment, définir et appliquer un plan de nettoyage et désinfection, ne pas réaliser des opérations de nettoyage et désinfection en présence de produits, parce que ça risque de les contaminer par des produits de désinfection et nettoyage qui sont des produits chimiques. Choisir les produits de nettoyage et désinfection en fonction de leur efficacité, de leur compatibilité. Bien sûr, voilà, donc vous donnez bien sûr plus d'importance, ou bien vous allez favoriser les produits qui ne contiennent pas des substances chimiques toxiques pour l'être humain. Personnel formé, compétent et bien sûr, ça concerne notamment, vous pouvez faire appel à un prestataire qui vous fait la désinfection des locaux. Ce sont des personnes qui sont compétentes et qui savent comment se comporter avec voilà, les produits en évitant leur contamination. Surveiller les opérations de nettoyage et désinfection, malgré que vous faites par exemple une prestation ou bien autre, vous devez toujours surveiller et suivre et s'assurer. Par exemple, vous avez un plan, un planning surtout, un planning qui définit les jours J durant l'année ou bien durant le mois où on va faire le nettoyage et la désinfection. On se prépare, ça veut dire on doit voilà, évacuer les locaux pour ne pas contenir des produits ou bien des ingrédients ou bien des matières premières. On doit bien sûr checker à chaque fois que l'opération a été bien faite. Et vous avez ce planning-là qui vous indique les jours exacts. Et par la suite, vous devez cocher, donc, est-ce que l'opération a été faite, le jour ou bien la date de l'effectuation ou bien de l'opération, donc le jour où on a effectué l'opération. Et par la suite, vous devez bien sûr signer pour assurer que l'opération a été vraiment faite. Avoir des enregistrements, voilà, c'est ce que je viens de mentionner, relatifs au nettoyage et la désinfection et à leur contrôle. Comment peut-on s'assurer que l'opération est réussie? Vérifier l'efficacité du nettoyage et désinfection. Ça veut dire, vous devez dans votre PRP indiquer quels sont les indicateurs que vous utilisez pour dire que l'opération est efficace et est bien faite. Donc, il faut s'assurer, c'est de la maîtrise opérationnelle. Donc, voilà, ça c'est un exemple, mais comme j'ai dit, donc, il y a beaucoup d'informations à, bien sûr, exploiter au niveau de ces guides de bonne pratique. Pardon. Vous avez aussi quelques recommandations à propos des produits de nettoyage et désinfection. Et voilà, donc, on vous donne même quelques principaux produits de nettoyage, comme le chlore, donc les acides, les ammoniums, et ainsi de suite. Voilà, donc, exemple de mode d'utilisation des produits de nettoyage, l'application, comment il s'applique, le mode d'utilisation, ça veut dire la concentration recommandée, la température, voilà, le temps de contact avec le matériel, ne pas mélanger avec un autre produit, et ainsi de suite. Donc, c'est ça ce que vous devez mettre dans votre PRP. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire, quand est-ce qu'on va le faire et comment, en expliquant aussi donc, les conditions de sécurité ou bien les conditions voilà, pour protéger la santé de celui qui effectue l'opération. Donc, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc, c'est ça comme on va procéder pour pouvoir élaborer par la suite un guide de bonne pratique ou bien un PRP, pardon, un programme prérequis comme celui-là. Donc, c'est un programme prérequis sous forme de, bien sûr, d'une procédure. Donc, programme prérequis qui comporte un objectif, qui définit des responsabilités, qui vient avec quelques documents connexes et aussi donc qui comporte des informations
voilà, pratiques à suivre tout simplement pour pouvoir assurer, voilà, donc la notation, pour pouvoir assurer donc l'application correcte de votre guide de bonne pratique. Je vous laisserai donc les documents par la suite pour les consulter et vous pouvez me poser vos questions à propos des documents. Donc, vous pouvez faire la lecture et me poser des questions à propos des documents en question parce qu'on ne peut pas voir tous les PRP et tous les guides de bonne pratique durant les séances de la formation. Et surtout parce que ça concerne différentes activités, donc on ne peut pas vraiment cerner le tout. L'essentiel, c'est que en ce moment-là, parmi les pratiques que vous devez respecter, c'est d'abord, pardon, les principes que vous devez respecter, c'est d'élaborer vos propres PRP afin d'instaurer un environnement qui est hygiénique. Maintenant, au niveau de la norme, comment se positionne ou bien où se positionnent ces guides de bonne pratique ou bien ces PRP? Ça veut dire, moi, je suis dans une démarche ISO 22000, c'est un système de management. Quand est-ce que je dois commencer à travailler sur ces PRP? Alors, s'il vous plaît, la norme, comme on a vu l'autre fois, pardon, donc, nous avons vu l'autre fois que la norme, il suit un cycle PDCA. Ça commence par une planification avec tous les chapitres de la planification, la réalisation, la vérification et puis l'amélioration, la réaction. Donc, vous avez plan, do, check et act. Dans l'ISO 22000, exceptionnellement, on recommence une autre boucle fermée de type PDCA au niveau de l'étape réalisation. Donc ici, l'étape planification, c'est tout ce qui est élaboration du plan d'action et les exigences, on va les voir par la suite. Vous avez réalisé ce qui a été planifié. Alors, cette étape réalisation, il va déclencher dans l'ISO 22000, c'est une spécificité de l'ISO, il va déclencher un cycle de maîtrise opérationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il va déclencher donc un autre processus, un autre cycle de planification, de réalisation et de vérification dans l'étape réalisation. Et c'est au début de ce cycle qu'on trouve les PRP. Donc, vous voyez que ça fait partie des conditions basiques. Donc, la première chose à faire, c'est d'élaborer les PRP, ça veut dire les programmes prérequis, avant même de passer à l'analyse des dangers. Il y a d'autres choses qu'on doit aussi élaborer avant de passer à l'analyse du danger. On va les voir, le système de traçabilité et la préparation aux situations d'urgence. Mais pour le moment, restons sur les PRP, on les élabore et puis on passe à l'analyse des dangers. Donc, les PRP ou bien les programmes prérequis, ce ne sont pas des mesures de maîtrise. Parce que quand on parle de mesure c'est une mesure de maîtrise, mais ce n'est pas une mesure de maîtrise associée à un risque bien spécifique. Ça veut dire, c'est de la prévention, d'accord? C'est prévenir l'apparition de certains risques avant même de faire l'analyse des dangers. Alors, pour pouvoir élaborer les PRP, vous pouvez utiliser un diagramme d'Ishikawa ou bien un diagramme d'arrêt de poisson, pardon. Voilà, qui vous donne, c'est les 5 M, qui vous donnent des thématiques que vous allez utiliser afin de cibler et de détecter là où un programme prérequis est nécessaire. On commence par exemple, on commence par le milieu. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est maintenir un environnement hygiénique tout au long de la production. On va chercher le milieu pour assurer un environnement hygiénique. Le milieu, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un plan de nettoyage et désinfection. Il a besoin d'un plan de lutte contre les nuisibles. L'air, donc tout ce qui est désinfection de l'air. Éclairage, le bon éclairage, il est important. Pourquoi? Parce que ça facilite en fait la détection de certaines contaminations qu'on peut détecter tout simplement à l'œil nu. Et ça aussi diminue le risque d'utilisation de certains ou bien de contamination des produits, des ingrédients
avec certaines substances lors de la manipulation. Un bon éclairage, ça veut dire un bon environnement de travail, ça veut dire aussi la capacité de voir tout ce que vous avez devant vous et d'éviter bien sûr les trébuchements, d'éviter le fait de renverser quelque chose, renverser un produit. Donc, c'est aussi nécessaire. La gestion des déchets. Par la suite, je vous envoyerai un exemple de procédure de gestion des déchets. Donc, une procédure de gestion des déchets, c'est un PRP tout simplement. C'est un programme prérequis qui va vous aider donc à éviter la contamination, l'emplacement et la conception des locaux. Comme j'ai dit, la bonne séparation, le bon zonage des locaux pour éviter les contaminations. On passe par la suite au deuxième M, qui est la main-d'œuvre, parce que les locaux, ils peuvent être, par exemple, hygiéniques et en bon état, mais les contaminations, ils peuvent prévenir, ou bien plutôt, ils peuvent être à cause de l'erreur humaine ou bien de la mauvaise pratique, des mauvaises pratiques humaines. Vous avez un PRP pour la tenue, une tenue adaptée, donc c'est à vous de juger quelles sont vos activités et quelle est la tenue adaptée. Est-ce qu'on doit porter des bonnets pour les cheveux, par exemple? Est-ce qu'on doit porter des bavettes? Est-ce qu'on doit porter des gants? Et bien sûr, dans le programme prérequis, on doit aussi définir les conditions dans lesquelles les tenues de travail vont être nettoyées, qui va prendre ça en charge, quand est-ce qu'on doit remplacer la tenue vestimentaire, la codification, bien sûr, de chaque article pour faire un suivi, et ainsi de suite. Vous avez aussi la visite médicale d'embauche, parce que certaines maladies sont transmissibles, bien sûr. Du coup, il faut s'assurer, le moment du recrutement, qu'on va faire une visite médicale afin, bien sûr, de protéger les produits contre les maladies, contamination. Soins occasionnels. Donc, parfois, on peut avoir, par exemple, une personne qui porte le cas, par exemple, de coronavirus. Lorsqu'on a vécu la période de coronavirus, on doit faire des contrôles, on doit faire, par exemple, des soins s'il y a des accidents. Une personne qui heurte sa main, on doit lui donner des soins pour empêcher la contamination des produits, ou bien s'il y a, par exemple, en cas de pandémie, quelles sont les conditions qui nécessitent d'arrêter une personne du travail, bien sûr pour une période donnée, afin de lutter contre la transmission de la maladie. Vous avez aussi l'accès aux visiteurs. Il faut organiser l'accès aux visiteurs. Il y a des zones qui sont interdites aux visiteurs, aux stagiaires, aux personnes qui ne travaillent pas dans l'entreprise. Donc, il faut aussi avoir un programme prérequis qui organise tout ça. Par la suite, si on vient de maîtriser la main-d'œuvre, il y a aussi le côté matière. Donc, tout ce qui est formulation de la matière, les bons ingrédients, le dosage, l'eau et l'étiquetage, donc le côté traçabilité. La méthode, donc parfois, c'est pas le produit, c'est pas l'être humain, c'est pas les locaux, mais c'est la méthode, c'est le comment qui pose problème. Vous avez la marche en avant dont on a parlé, la chaîne du froid, un PRP pour pouvoir toujours contrôler la chaîne de froid et la maintenir en bon état. Tout ce qui est maintenance, tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est en cas d'urgence, qu'est-ce qu'on va faire en cas d'arrêt, en cas de panne. Schéma de circulation, donc circulation des produits, circulation des déchets, circulation des personnels, respect des règles d'hygiène. Et puis, vous avez l'autocontrôle et vous avez le principe FIFO qui est le first in, first out. Ça veut dire le premier arrivé, le premier consommé. Donc, on doit aussi prendre ça en charge. Vous pouvez, par exemple, dans un seul programme prérequis, mettre plusieurs thématiques ou bien un programme prérequis pour chaque thème, il n'y a pas de souci. Et par la suite, vous avez tout un guide complet qui contient tous les programmes prérequis à consulter et à appliquer, bien sûr, et à vérifier. Et par la suite, vous avez des programmes prérequis qui ont une relation avec le matériel, comme la conception du matériel,
voilà, par exemple, dans certaines activités, le matériel, les équipements utilisés, par exemple, les trémies de mélange, ils doivent être d'une certaine géométrie qui ne favorise pas les colmatages, qui ne favorise pas voilà, donc, le colmatage de certains produits dans des arêtes vifs, par exemple, ce qui va bien sûr causer l'accumulation du produit avec le temps. Ça va développer quelques organismes pathogènes, une fermentation et ainsi de suite. La maintenance, l'étalonnage, le plan de nettoyage des infections, cette fois-ci pour le matériel. Alors, ce diagramme d'Ishikawa, il vous donne une petite idée sur les PRP dont vous aurez besoin pour, bien sûr, se conformer à cette exigence. C'est un principe basique, mais c'est aussi une exigence de la norme qui est mentionnée au niveau de la 22000. Donc, il faut la prendre en considération, bien sûr. Alors, vous avez les programmes prérequis et vous avez d'autre côté ce qu'on appelle les programmes prérequis opérationnels. Alors, concrètement, quand on parle d'un programme prérequis opérationnel, il s'agit d'un programme prérequis associé à la maîtrise d'un ou bien de plusieurs risques significatifs. Ça veut dire, vous avez notamment, donc on peut schématiser un peu. Donc, vous avez ici notamment les PRP qu'on a élaborés, donc qui sont basiques. Par la suite, on va faire l'analyse des dangers de type HACCP. Donc, la première étape, bien évidemment, c'est élaborer les PRP. Puis, on va faire l'HACCP. Après l'HACCP, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver, bien sûr, des risques spécifiques. Donc, ici, vous avez des risques spécifiques. Pourquoi des risques spécifiques? Parce que quand on parle d'un PRP, c'est une mesure pour lutter, bien sûr, contre les risques. Mais ce sont généralisés. On ne sait pas c'est quoi le risque exactement. Ce sont des bonnes conditions tout simplement de base. Mais quand je fais l'HACCP, alors là, je sais quels sont les dangers que je vais, par exemple, rencontrer. J'ai, par exemple, voilà, j'ai fait l'HACCP et je connais exactement les types de dangers. Par exemple, ça peut être des dangers biologiques, donc des dangers biologiques bien déterminés, des dangers, par exemple, chimiques aussi bien déterminés, et ça peut être aussi des dangers voilà, physiques, ça veut dire l'intrusion d'un intrus, de quelque chose qui est donc connu. Donc, après l'HACCP, je ne lutte pas contre des dangers comme ça en général, mais je connais c'est quoi le risque spécifiquement. Donc, quand je dis un risque spécifique, je donne par exemple le cas de l'industrie laitière. On connaît qu'il y a un risque biologique. Ça veut dire qu'on peut avoir le développement de certaines bactéries, mais on sait qu'il s'agit de certains types de bactéries, comme par exemple l'Escherichia coli. C'est une bactérie qui peut contaminer donc les ressources, le produit alimentaire, par exemple à base de lait. On peut parler de la salmonelle. Donc ici, après l'HACCP, on connaît c'est quoi le risque spécifique et on connaît, pardon, on connaît c'est quoi le risque dont on parle. On n'est pas dans le cas généralisé et on connaît aussi les endroits, ça veut dire les étapes où se situe donc la situation du risque. Donc, la situation du risque au niveau de nos propres, bien sûr, voilà, équipements ou bien procédés de travail. Alors, après l'analyse de danger, donc on trouve qu'il y a un danger spécifique bien déterminé, on n'est pas dans le cas généralisé. Dans ce cas, il faut bien sûr élaborer un programme. Donc, dans ce cas, il faut élaborer ce qu'on appelle un programme prérequis, toujours, mais opérationnel. Ça veut dire quoi un programme prérequis opérationnel? Ça veut dire qu'il est associé et n'est pas généralisé,
Quand je prends par exemple le PRP désinfection nettoyage, c'est la désinfection, le nettoyage de tous les locaux. Donc tous les locaux, tous les équipements et ainsi de suite. Mais quand je parle d'un programme prérequis opérationnel, il vise exactement un risque qui est spécifique, qui est connu et qui est lié à un point donné. Par exemple, pour le plan de désinfection et nettoyage, on l'a fait pour les équipements, tous les équipements de l'entreprise. Mais après l'analyse HACCP, on a trouvé qu'un équipement bien déterminé, il est responsable de certaines contaminations. Peut-être que cet équipement, notamment, il contient, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une géométrie qui favorise le colmatage de certaines matières et certains ingrédients, le développement de certaines, de certains types de bactéries. Du coup, je dois élaborer un programme de désinfection et de nettoyage en plus du programme général. Je vais élaborer un programme opérationnel lié spécifiquement à cet équipement en question. Donc, vous voyez, le programme prérequis opérationnel, c'est quelque chose qui nécessite une surveillance, qui nécessite une vérification. D'accord? Donc, je peux vérifier, je dois vérifier, je dois surveiller. Donc, je peux définir que le programme prérequis opérationnel, il serait donc toujours associé à un programme prérequis. Ça veut dire, vous avez un programme généralisé. En cas de risque spécifique, on doit décliner ce programme généralisé à un programme plus spécifique pour que ce soit l'étape ou bien le procédé ou bien l'équipement qui représente la source d'un danger bien spécifique. Ici, on ne connaît pas les dangers, on ne connaît pas l'ennemi. Ici, on connaît qui est l'ennemi et on le vise directement à travers un programme prérequis opérationnel. Donc voilà, c'est ça, donc un programme, en gros, un programme prérequis opérationnel. Donc les programmes prérequis opérationnels, c'est un programme prérequis, donc identifié par l'analyse des dangers, ou bien après l'analyse des dangers, comme essentiel pour maîtriser la probabilité d'introduction de dangers liés à la sécurité des denrées alimentaires. Donc, vous avez par exemple, au départ, j'ai plusieurs PRP, numéro 1, numéro 2, numéro 3, et ainsi de suite. J'effectue l'analyse des dangers de type HACCP et pour certains programmes prérequis, on doit associer avec des PRP opérationnels pour statuer encore. Ça veut dire qu'on connaît qu'à un certain point, le danger il est beaucoup plus probable. Alors, on doit renforcer les mesures de maîtrise, on doit renforcer le contrôle. Ça veut dire, ce n'est pas nécessaire d'élaborer un programme opérationnel pour tous les PRP, c'est juste pour les PRP qui sont associés à une étape issue après l'analyse des dangers qui représente un risque qui est spécifique. Je vous donne quelques exemples. Le programme de nettoyage et désinfection, ça c'est un PRP généralisé, mais lorsque je fais donc l'analyse des dangers, je trouve et j'identifie certains risques critiques. Du coup, par exemple, bactériologique, du coup, je dois rajouter un PRP opérationnel. Je donne notamment dans les abattoirs, bien sûr qu'on doit tout nettoyer. Dans les abattoirs, on fait le nettoyage, la désinfection. Mais après l'analyse des dangers, il s'est avéré que ce sont les activités de découpe de viande qui représentent vraiment un point critique. Ça veut dire que c'est à travers la découpe, à travers l'étape découpe de viande, on a plus de probabilité qu'une contamination va se faire. Du coup, qu'est-ce qu'on va élaborer? On va élaborer un programme prérequis opérationnel pour faire le nettoyage spécifiquement pour cette étape. On doit renforcer, par exemple, chercher des produits de nettoyage qui sont plus spécifiques, qui vont cibler directement la bactérie ou bien le virus ou bien voilà donc la source de nuisance spécifique. Donc, on fait toujours le PRP, on applique le PRP, mais on renforce aussi avec un programme prérequis qui est opérationnel. Alors, un programme prérequis
en général, euh, on peut le vérifier, mais on va le vérifier, par exemple, d'une façon visuelle. Donc, quand je dis l'hygiène personnelle, donc juste en faisant des contrôles visuels, je peux voir est-ce que donc, le personnel porte toujours les équipements ou bien voilà, la tenue vestimentaire adaptée, ce qu'il respecte les règles d'hygiène. Donc, je fais un contrôle, mais c'est un contrôle qui est visuel. Pour les programmes opérationnels, c'est important de faire une vérification. Ça veut dire, selon la norme ISO 22000, une confirmation par des preuves tangibles que l'exigence spécifique ou bien les exigences spécifiées ont été satisfaites. La vérification, ce n'est pas juste une simple, voilà, un simple suivi, mais c'est une confirmation par des preuves tangibles. Donc, pour le PRP opérationnel, on doit garder des preuves tangibles qu'on a réalisé cette étape. Notamment, je fais le nettoyage du sol, ça c'est un PRP général. Je ne suis pas obligée de prendre des mesures ou bien de faire des analyses de type bactériologique pour assurer que je fais le nettoyage du sol. Il suffit de coucher, comme j'ai dit, sur le planning ou bien, voilà, donc d'avoir d'attester à partir de la présence d'une personne qui va valider que l'opération a été faite. Mais pour le programme opérationnel, peut-être qu'on doit prendre quelques mesures. On doit, par exemple, faire une analyse bactériologique pour s'assurer que tout est nettoyé. On doit confirmer par un test de colore de type pH, par exemple. L'essentiel que pour les PRP opérationnels, on fait une confirmation par des preuves qui sont tangibles. Pourquoi? C'est comme si on augmente un petit peu la garde, puisque c'est en ce point-là que c'est très probable et c'est très possible d'avoir une contamination. On statue de plus. Et en plus de la vérification, le PRP opérationnel nécessite une surveillance. Selon toujours la norme ISO 22000, la surveillance, c'est l'action de procéder à une séquence programmée d'observation ou de mesurage afin d'évaluer si les mesures de maîtrise fonctionnent comme prévu. Alors, la vérification, c'est on fait l'action et on confirme et on laisse les preuves tangibles que l'action a été faite. La surveillance, c'est avoir un planning de suivi. Ça veut dire, je connais que là, dans ce procédé, ou bien à un certain point de la chaîne, c'est là où le produit risque d'être contaminé. Du coup, je laisse toujours un point, pardon, je laisse toujours un œil sur ce point-là et je fais une surveillance. Par exemple, un programme de contrôle journalier ou bien de contrôle hebdomadaire, une prise de température, une mesure de taux d'humidité, un contrôle visuel, un contrôle donc, à travers une analyse bactérienne. Donc, l'essentiel, ce n'est pas juste de vérifier que les méthodes ont été appliquées, mais surveiller par la suite. Quand je surveille quelque chose, ça veut dire s'il y a une déviation, s'il y a un problème, j'arrive à le détecter rapidement. Du coup, je peux réagir aussi rapidement et trouver des solutions d'une façon qui est rapide, encore une fois. Alors, c'est ça donc la différence entre un PRP qui est général, qui n'est pas associé à un danger spécifique, qui ne nécessite pas vraiment une surveillance. Peut-être on peut vérifier que ça a été bien fait, mais ça ne nécessite pas une surveillance. Mais pour les programmes prérequis opérationnels, ils sont spécifiques à un danger et bien sûr, ils nécessitent un suivi, une surveillance continue ou bien discontinue. Ça dépend de la nature du danger. Voilà, pour toujours garder un œil et pour toujours rester vigilant vis-à-vis de ce danger-là. Alors ça, c'est le PRP dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc l'exemple. Maintenant, le PRP opérationnel. Pardon. Ça, c'est une procédure de PRP opérationnel, programme prérequis opérationnel.
Alors, on va comparer un petit peu entre les deux. Je commence par le programme prérequis. La finalité ou bien l'objectif. La présente procédure a pour finalité de décrire l'application des programmes prérequis afin de garantir un environnement hygiénique à la fabrication de produits finis sûrs dans notre entreprise. Le domaine d'application de cette procédure, c'est tous les départements de production de notre entreprise et spécialement où il faut garantir un environnement hygiénique approprié, danger distant du produit. Les enjeux externes et internes, donc ça c'est le côté exigence de la norme, on va revenir vers les enjeux et tout ça. Donc ça c'est pour le programme prérequis. Pour le programme prérequis opérationnel, la présente procédure pour finalité définir les programmes prérequis opérationnels que nous utilisons dans notre entreprise et bien sûr, donc cette procédure s'applique aux activités de maîtrise des dangers spécifiques. Donc vous voyez ici, on parle d'un danger qui est spécifique. La première, qui est le PRP, il concerne bien sûr toute l'entreprise, surtout les lieux voilà, qui nécessitent un bon nettoyage parce qu'on fait le stockage produit et ainsi de suite. Pardon. Mais là, on parle d'une maîtrise des dangers qui est spécifique. Ça veut dire qu'il est spécifiquement lié à un danger donné. Lié à la sécurité et la salubrité des aliments dans notre entreprise. Donc voilà. Ça, c'est en ce qui concerne le domaine d'application. Je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps pour lire les documents? Donc, je vous laisse, s'il vous plaît, pour passer à autre chose. Je vous laisserai les documents. On va faire, donc, vous pouvez faire une petite lecture d'ici demain. Vous pouvez donc poser toutes les questions que vous avez à propos déjà de cette partie, en fait, du cours, qui sont les PRP et les PRPO, pour pouvoir avancer vers autre chose. L'essentiel, j'espère que déjà les explications sont claires. Guide de bonne pratique d'hygiène, PRP, PRP opérationnel. Alors, dans la norme, c'est la définition donnée par la norme, mesure de maîtrise ou combinaison de mesures de maîtrise. Comme j'ai dit, vous pouvez élaborer un PRPO qui contient des mesures de maîtrise pour contrôler donc un danger spécifique. Ça peut être une seule mesure, ça veut dire, voilà, donc pour maîtriser le danger, on a besoin juste de faire un bon nettoyage et une bonne désinfection par un produit spécifiquement lié à ce danger. Mais il y a des dangers qui nécessitent en plus, par exemple, d'une mesure, d'autres mesures qu'on doit appliquer. Ça veut dire une combinaison de mesures de maîtrise, notamment en plus du nettoyage, on doit par exemple prendre des échantillons produits, les faire analyser, on doit prendre la température produit, on doit contrôler par exemple le taux, notamment donc le taux d'humidité, le taux ou bien le pH et l'acidité du produit. Donc, ça peut être une seule maîtrise ou bien plusieurs mesures de maîtrise appliquées pour prévenir l'apparition d'un danger significatif spécifique, bien sûr, lié à la sécurité des aliments. Opération, par exemple, de rinçage destinée à éliminer les résidus de désinfectants. Donc, on a un PRP qui est la désinfection des locaux, mais après l'analyse des dangers, on a remarqué qu'au niveau de certains équipements, on trouve qu'il y a toujours voilà, des traces de désinfectants. Du coup, on doit faire un PRP opérationnel pour rincer et pour s'assurer davantage que les équipements en question sont bien nettoyés. Opération de nettoyage des infections spécifiques réalisée sur un équipement particulier, en plus des programmes généralisés. On rajoute des programmes pour des équipements particuliers qui sont vraiment spécifiques pour la géométrie de l'équipement et pour la nature du danger de l'équipement. Ça veut dire on doit, par exemple, indiquer quels sont les moyens utilisés pour le nettoyage, quels sont les points spécifiques qui nécessitent un nettoyage beaucoup plus profond, remplissage correct d'une boîte de conserve avant stérilisation,
par exemple, on fait le remplissage des boîtes de conserve. Ça, c'est une opération, bien sûr, qu'on fait dans l'entreprise. On s'assure que les boîtes de conserve sont bien donc, fermées, ils sont bien remplis correctement. Mais on a constaté après l'analyse de danger que malgré le programme prérequis qu'on a, il y a toujours des cas, par exemple, d'un remplissage incorrect, ce qui va causer des problèmes au niveau de la stérilisation. Du coup, on va faire un programme prérequis opérationnel qui va statuer davantage. Ça veut dire on fait le contrôle, encore une fois, de toutes les boîtes avant qu'elles soient stérilisées. Lutte contre les nuisibles, ça c'est un programme prérequis, mais lutte contre les nuisibles, par exemple, d'une façon spécifiquement liée aux entrepôts où vraiment le cas des nuisibles est très élevé. Donc, le fait d'avoir des rats, des insectes dans les entrepôts parce qu'il y a moins de personnes, il y a moins de circulation, donc le risque augmente dans les entrepôts. Alors là, je peux faire, en plus du programme de lutte contre le nuisible, un deuxième programme spécifique pour cette opération, ou bien plutôt pour les locaux entrepôts. Donc, c'est un programme prérequis qui est opérationnel. Alors, au niveau de la norme, nous avons dit que les PRP, on commence par les programmes prérequis. On fait l'analyse du danger. Après l'analyse des dangers, on doit proposer des mesures de maîtrise. Donc, tout ça, on va le voir en détail au niveau des exigences de la norme. On fait la validation de toutes les mesures de maîtrise qu'on a proposées pour lutter contre les dangers. Et parmi les mesures, ou bien les mesures de maîtrise, ils vont être rassemblés dans un plan de maîtrise des dangers. Ce plan de maîtrise des dangers, il contient les PRPO dont je vous ai parlé. Donc, vous voyez au niveau même de la position des PRP et des PRPO, ça, il existe une différence. Les PRP, ils sont générales. Les PRPO, ils sont faits après l'analyse des dangers pour regrouper les mesures de maîtrise qu'on a validées pour maîtriser les dangers. Il y a aussi, bien sûr, les CCP, le plan HACCP. Ça, on va le voir au fur et à mesure. Donc, on commence par l'analyse des dangers pour statuer sur les mesures de maîtrise et élaborer les PRP opérationnels. Alors, pour chaque PRPO, ça veut dire programme voilà, prérequis opérationnels, ils sont définis les dangers éventuellement concernés. Donc, pour un programme prérequis, normalement, on ne peut pas savoir quels sont les dangers parce que quand je nettoie le sol ou bien je nettoie les équipements, je ne connais pas spécifiquement quel est le danger, mais je fais ça d'une façon générale. Mais pour les PRP opérationnels, on vise un danger spécifique. Du coup, dans le PRP opérationnel, c'est obligatoire de mentionner de quel danger on parle. On parle par exemple d'une bactérie bien spécifique. Et pour lutter contre cette bactérie, ce n'est pas suffisant de nettoyer avec du javel, de l'eau de javel et du chlore, mais il faut rajouter un désinfectant qui est puissant pour ce type, par exemple, de danger. Du coup, on a fait un PRP opérationnel. C'est important d'indiquer les mesures de maîtrise. Ça veut dire comment, donc quels sont les moyens utilisés, comment, quelle est la procédure à suivre, quelles sont les mesures à mettre en place. Les actions de surveillance qui permettent de montrer que les mesures de maîtrise ont été mises en œuvre, donc un plan de surveillance, quels sont les indicateurs, est-ce qu'on va faire un mesurage, est-ce qu'on va faire un dosage, est-ce qu'on va faire une analyse bactérienne dans un laboratoire, est-ce qu'on va faire une simple vérification visuelle. Donc l'essentiel, c'est de définir à l'avance les actions de surveillance qu'on va faire. Les corrections et actions correctives en cas de non-conformité. Supposons qu'on a fait la vérification, on a fait la surveillance et on a trouvé que le danger, il est là. Donc, par exemple, il y a une non-conformité, il y a déjà des bactéries qui apparaissent ou bien un produit qui a été contaminé, notamment parmi les actions de surveillance et de validation, de vérification, pardon, ça peut être le fait de prendre un échantillon du produit à la sortie de l'opération et de le contrôler ou bien de faire
une analyse au laboratoire. S'il contient toujours des traces du danger qu'on cherche à éliminer, ça veut dire qu'on doit savoir comment réagir pour corriger la situation et pour corriger la non-conformité. Les responsabilités et les autorités pour la surveillance et les décisions en cas de non-conformité. Ça veut dire tout simplement, c'est une sorte de plan d'action dans laquelle il faut définir le quoi, le danger, le comment, les mesures de maîtrise, les moyens de surveillance et les indicateurs de suivi, la réaction et puis le qui, bien sûr. Donc, le quoi, c'est les mesures, c'est les mesures de surveillance, c'est les corrections. Et le qui, c'est les responsabilités. Qui va prendre ça en charge? Qui va prendre ça comme responsabilité? Un technicien, un responsable, donc ça dépend. Et bien sûr, votre PRPO il doit être accompagné avec les modèles de tous les enregistrements de surveillance. Ça veut dire lorsqu'on va faire des actions de surveillance, il faut avoir un document officiel, vide, qu'on doit remplir pour stocker ces informations. Donc, on prépare à l'avance les enregistrements de la surveillance, gérés selon les règles des procédures relatives aux documents et enregistrements grâce à un système d'information. Parce qu'on trouve toujours, lorsqu'on parle de la qualité, la maîtrise de la documentation elle est nécessaire. Chaque document doit être codifié, doit être protégé, doit être contrôlé, signé, diffusé d'une façon contrôlée pour éviter toute usurpation bien sûr, de confidentialité. Du coup, les enregistrements qui associent votre PRPO, ils doivent être déjà disponibles. Et généralement, les PRPO, on les trouve ce sont des choses qui sont un petit peu confidentielles. Du coup, par exemple, sur Internet, c'est rare qu'on trouve un modèle réel d'un PRP opérationnel parce que c'est spécifique à l'activité. Sinon, les PRP ont une relation immédiate avec les processus de l'organisme. C'est ce qu'on va voir dans la séance de demain. Quelle est la relation maintenant que je suis dans une démarche d'un système de management? Ça veut dire l'entreprise, il a un certain découpage en processus. Il y a le processus RH, il y a le processus production. Donc, quelle est la relation des PRP, des PRPO avec tout ça? Comment peut-on intégrer, comment s'intègrent ces programmes prérequis et ces programmes prérequis opérationnels au sein de notre, bien sûr, démarche approche processus? Comment peut-on insérer ça au niveau de l'organisme? Et bien sûr, on va compléter vers les principes pour voir l'achat CCP. Donc, le principe suivant, ce sera l'application de l'achat CCP. On va un petit peu, bien sûr, parler de l'approche processus avant de passer à la méthode d'achat CCP. Quelles sont ces étapes? Quelles sont les 12 étapes? Et par la suite, parce qu'il est nécessaire de savoir c'est quoi un point contrôle, un point critique de contrôle, afin de faire la différenciation entre un CCP et un PRPO. C'est indispensable de passer par les 12 étapes de l'achat CCP. Comme ça sera facile de faire la distinction entre les deux. Alors, j'espère, s'il vous plaît, que ça a été clair. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Alors, je suppose qu'il n'y a pas de questions pour la séance. Sinon, s'il vous plaît, bien sûr, l'enregistrement sera disponible. Vous pouvez revoir
la séance et vous pouvez voilà, consulter les documents que je vais partager avec vous après la séance dans le groupe. Et vous pouvez toujours me poser vos questions. Donc, j'essaye de ne pas faire la lecture des documents ici parce que ça prend un peu du temps, mais vous pouvez avoir du temps à les lire à tête reposée et vous pouvez toujours communiquer vos questions au niveau de notre groupe WhatsApp. Alors, je vous remercie énormément et je vous donne rendez-vous demain pour compléter les principes de gestion d'un système de management sécurité des denrées alimentaires.